Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens Pella Pelaka. Ici, nous prenons le parti de prendre le temps d'aller à la rencontre de celles et ceux qui, chacun à leur manière, contribuent à l'éducation, aux médias et à l'information. Mon invité aujourd'hui a passé 22 ans à Libération, notamment dans les services société et politique. Elle a ensuite dirigé pendant 10 ans le Centre universitaire d'enseignement de journalisme de l'Université de Strasbourg. Elle est aujourd'hui chargée de mission EMI pour l'ENS Paris-Saclay qui a co-créé avec l'ESJ Lille un diplôme dédié à la formation de professionnels à l'éducation, aux médias et à l'information. Nicole Gauthier, bonjour. Bonjour. Avant d'aller plus loin, peut-être nous parler de ce fameux diplôme. En quoi ça consiste concrètement? Qu'est-ce qu'on y apprend? Et qu'est-ce qu'on est capable de faire une fois diplômé? On espère beaucoup de choses. Alors, pour refaire un petit historique de ce diplôme, on a commencé à y réfléchir à l'initiative de l'ESJ Lille qui s'est tournée vers l'ENS Paris-Saclay parce l'école de journalisme de Lille cherchait à associer des compétences complémentaires que sont celles de l'ESJ qui s'est formée des journalistes et d'une grande école comme l'ENS Paris-Saclay qui a des compétences en matière scientifique, en matière pédagogique qui embrasse un vaste secteur dans les sciences sociales. La genèse de ce diplôme remonte à 2019. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de choses pour les journalistes en matière d'éducation aux médias et à l'information. Nous, l'idée qu'on a eue, c'était de mélanger des publics. Les publics qui sont concernés par l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire évidemment les enseignants, mais aussi les journalistes, les bibliothécaires, les animateurs sociaux, les acteurs de l'éducation populaire au sens général, etc. Donc, on a réfléchi une offre la plus complète possible. À l'époque, elle était à 200 heures, ce qui est très lourd, pour proposer une formation la plus complète possible, devant déboucher sur des gens pas seulement capables d'animer des ateliers émis où que ce soit, mais aussi de faire de la conception de projet, de l'ingénierie pédagogique en matière d'émis, enfin avoir une surface assez importante. Après, normalement, les diplômés doivent être en mesure je dirais, de débrider leur inventivité, leur créativité, leur imagination pour répondre à toutes sortes de situations en matière d'éducation aux médias, à l'information, à tout type d'appel d'offres, à tout type de partenariat, sachant que un des maîtres mots de cette offre, c'est une conviction qu'on a très forte, c'est que toute démarche d'éducation aux médias et à l'information est coproduite. C'est en partenariat, c'est forcément de la co-construction et c'est forcément en partenariat entre le journaliste ou le professionnel des médias et alors un enseignant, un médiateur, un bibliothécaire, etc., etc. Combien de professionnels, du coup, ont bénéficié de cette formation? Est-ce que vous avez des retours déjà? Jusqu'à présent, il y en a eu une douzaine de diplômés, hein, de la première mouture du diplôme, donc la nouvelle mouture, celle qui est assise sur le CCPI, est en train de se mettre en place et la prochaine la prochaine formation commence fin septembre 2026. Les inscriptions sont ouvertes. Les retours, il y en a qui n'ont pas qui ont utilisé cette formation un peu pour bifurquer entre le journalisme et autre chose, donc des projets qui peuvent être des projets d'écriture, qui peuvent être des projets où l'éducation aux médias et l'information intervient de façon plus marginale. Et puis, il y en a d'autres qui sont devenus des vrais professionnels de l'éducation aux médias et à l'information euh, en montant des associations, en proposant différentes formations, en répondant à des appels d'offres. Et je pense à quelques-unes d'entre elles, parce que c'est souvent des femmes, pour lesquelles c'est devenu largement l'activité principale. Comment vous êtes
retrouver dans le bain de l'éducation média l'information. On rappelle que vous avez, été à Libération, pendant de très nombreuses années, que vous avez été, directrice, d'une école de journalisme et puis aujourd'hui donc, en charge, hein, de ce volet un peu plus, formation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça prenne cette ampleur-là dans votre vie? Ça a toujours été important dans ma vie, si j'ose dire. Alors pas forcément de façon pratique, hein, mais quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, avant même d'être à Libération, en tant que journaliste spécialisée dans les questions d'éducation. Et et à l'époque, je militais, dans une association de journalistes spécialisés en éducation, qui n'existe plus, maintenant elle a des petites sœurs, mais qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était très engagée alors à l'époque, parce que j'ai un certain âge, c'était faire rentrer la presse à l'école. Enfin, mais c'était aussi parce que faire rentrer la presse à l'école, c'était pas simplement pour que les enseignants utilisent des journaux ou des articles de journaux dans leurs cours. C'était aussi parce que on était convaincus de la nécessité de confronter les jeunes au monde qui les entourait, de les confronter à l'esprit critique, de les confronter à cet apprentissage-là. Et je vous parle d'une époque qui était avant le Clémy. J'ai assisté à la naissance du Clémy, qui s'est pas faite d'ailleurs sans défiance entre Alain Savary, qui a créé le Clémy au sein de l'éducation nationale, et qui a fait le choix d'en faire un opérateur de l'éducation nationale, et soit des associations de journalistes, soit des associations de patrons de presse qui existaient déjà à l'époque et qui eux plaidaient, parce que tout semblait possible à ce moment-là, qui plaidaient pour que que l'État aide une structure d'éducation aux médias à l'information. C'est pas comme ça qu'on disait à l'époque, mais peu importe, c'était à ça que ça ressemblait, mais que l'État aide à une structure qui soit paritaire entre les médias et l'éducation nationale en l'occurrence, parce qu'on parlait moins des mis en éducation nationale qu'on ne le fait maintenant. Donc voilà, moi j'ai assisté déjà à tous ces débats. Bon, après, la vie a fait que j'ai eu d'autres fonctions à Libération et que je m'en suis un petit peu éloignée. Diriger une école de journalisme, c'est quand même un petit peu, c'est revenu par la fenêtre à ce moment-là, euh, mais parce que on était souvent sollicité, hein, pour des actions, mais là, j'avais ni le temps ni les moyens de trop m'investir. Mais dès que je pouvais, je faisais des ateliers émis. Et donc après cette période-là, ben, j'ai été très vite rattrapée par la patrouille, puisque le président de l'ENS Paris-Saclay de l'époque m'a demandé de devenir chargé de mission pour monter ce diplôme avec l'ESJ. Vous parliez des débuts, du Clémy, vous parlez aussi de ces jeunes, hein, ce combat donc de continuer à développer cet esprit critique. Qu'est-ce que vous avez remarqué, au fur et à mesure des années qui passent? Quels changements on peut noter autour des jeunes, autour des institutions aussi peut-être? Enfin, c'est un peu difficile les pratiques informationnelles ont tellement changé pendant toutes ces années-là que bon, alors, les pratiques informationnelles de tout le monde a changé, mais celles des jeunes ont particulièrement changé, ont particulièrement évolué. Donc ça, c'est sur le plan institutionnel, il y a des injonctions contradictoires, il y a un manque de clarté d'objectifs. Il y a donc en même temps, il y a eu une espèce d'infusion, en gros, de l'EMI dans les milieux qui pouvaient être concernés. Donc évidemment l'éducation nationale, les milieux d'éducation populaire. Aujourd'hui, les associations d'éducation populaire sont des acteurs très importants en matière d'EMI. La conscience, alors, pour les directions de journaux, de médias, elle est quand même assez ancienne, hein, puisque avant même la formation du Clémy, il y avait des associations de patrons de presse, pour les appeler comme ça, ou de patrons de médias, qui s'étaient constituées en faveur de la presse à l'école, comme on disait à l'époque, ou des médias à l'école. Donc après, il y a eu une période un peu plus silencieuse, et donc on voit bien que maintenant ça revient. Donc voilà, ça a énormément évolué, ça a énormément infusé.
Mais je pense que par rapport à ce qu'il y aura à faire, on n'a fait qu'une toute petite partie du chemin. Sur cette question de l'EMI, on voit du coup une organisation des professionnels par rapport notamment à la formation. On voit aussi une structuration en termes d'économie. Ces formations, elles ont un coût. Comment ça se passe? Combien ça coûte déjà, par exemple, de venir s'inscrire pour faire une formation du côté de votre institution? Et comment ça s'organise au niveau de cette économie pour vous? Qui peut financer, par exemple, ces formations? J'ai conscience que ce sont des formations qui sont assez coûteuses. Ah bon, une formation, il n'y a pas de mystère, plus elle a d'heures, plus elle a un coût. Enfin, c'est pas, je vous rassure, il n'est pas dans l'objet ni de l'ENS Paris-Saclay, ni de l'ESJ Lille, pardon, de faire de l'argent là-dessus. Donc ça, On parle c'est, entre 3 000 et 6 000 euros selon l'organisme. elle coûte 3 700. D'accord. 3 700 € pour 100 heures. Je précise, c'est quand même une formation qui s'étale sur une durée d'un an. Et donc, qui finance? Alors, il y a c'est un peu technique, je vais faire très rapide. La moitié qui relève de l'ENS Paris-Saclay est éligible au CPF. Donc, est entièrement éligible au CPF, puisqu'elle est adossée, enfin, c'est un des blocs de compétences du diplôme de l'ENS Paris-Saclay. Donc, suivre cette formation, c'est aussi avoir un morceau du diplôme de l'ENS Paris-Saclay. Et à ce titre-là, c'est 1850 € ou 1870, je ne sais plus, à 20 € près, sont totalement éligibles au CPF. L'autre moitié, celle qui est à les 1850 aussi, on est très paritaire, qui relève de l'ESJ, et peut être financée alors, soit sur la part collective de la formation de l'employeur, soit par l'AFDAS, qui est l'OPCO euh, des journalistes, soit par un autre organisme de compétences, un autre OPCO, pour ceux qui peuvent dépendre d'un autre secteur d'activité. Aux Assises du journalisme, on a parlé justement de cette question d'argent autour de l'éducation aux médias et à l'information, et vous, vous êtes exprimé en faveur très claire d'une économie posée de l'EMI. Qu'est-ce qui motive cette position? C'est pas, enfin, je suis pas en faveur d'une économie de l'EMI. Moi, ce que je plaide pour une professionnalisation de l'EMI, pour une montée en compétence de tous les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, évidemment, à partir du moment où on parle de professionnalisation, qu'on parle de formation, il faut bien qu'à un moment donné, on puisse parler d'argent. Donc, et on voit bien qu'il y a par à-coup, avec des allers-retours, avec des coups de frein brusques. Je pense à ce qui se passe autour du pass culture, la part collective du pass culture, par exemple, où on a du stop and go. Enfin bon, donc on voit bien qu'il y a quand même une nécessité de constituer, de structurer le champ de formation de l'EMI, et donc avec les coûts qui vont avec, et puis une espèce de flou, de priorité fluctuante. Or, moi, je pense que les choses soient claires. Je sais, je pense qu'il y a des bénévoles qui font un boulot formidable en matière d'éducation aux médias et à l'information. Mais l'éducation aux médias et à l'information, si on la prend au sérieux, et je pense qu'il faut la prendre au sérieux, elle ne peut pas reposer que sur du bénévolat. À la fois parce que les bénévoles, ils ont autre chose à faire dans leur vie professionnelle, donc c'est quand même pas le même type d'investissement. Ils peuvent aussi, enfin, l'engagement peut être sujet à des variations, surtout dans un monde des médias qui est quand même très bousculé, très malmené, qui vit sur l'urgence, donc il y a cet aspect-là, je dirais, qui est très pragmatique. Il y a aussi une autre dimension qui est la posture qu'on adopte vis-à-vis du partenaire avec lequel on construit une action d'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que à quel niveau d'expertise votre partenaire vous évalue? Qu'est-ce qu'il sait de ce que vous savez? Je ne sais pas, par exemple, des pratiques informationnelles, des publics pour lesquels vous allez être amené à concevoir une action EMI. Qu'est-ce qu'il peut
savoir de vos compétences pédagogiques. Alors pas au sens d'un enseignant formé pour la pédagogie dans une classe, mais qu'est-ce qu'il peut savoir de ce que vous avez compris de la gestion d'un groupe, quel qu'il soit, d'enfants, de jeunes, d'adultes, de détenus, de ce que vous voulez. Mais voilà, qu'est-ce que vous savez, est-ce que d'un minimum de sciences cognitives? Qu'est-ce que vous savez si vous êtes convaincu, comme je le suis, que l'EMI participe aussi à l'apprentissage de la démocratie? Qu'est-ce que vous savez de la bonne attitude à avoir, c'est-à-dire éviter le surplomb, par exemple, éviter le rôle du sachant, éviter, et ça, je suis au regret de dire que c'est pas toujours bien géré dans alors à la fois dans la pratique des ateliers émis, mais aussi dans la relation avec les partenaires. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je plaide. Alors évidemment, tout ça, ça fait un ensemble qui est un investissement et au final, on se retrouve avec la nécessité oui, de parler de financement, de parler de budget, de parler d'implication des pouvoirs publics parce qu'ils sont concernés. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis et nier qu'il y a une question qui est un enjeu fondamental et qui pourrait peut-être permettre de sortir l'EMI de l'espèce de flou où elle est actuellement, avec des effets de mode. Vous avez un jour un ministre pour qui c'est une priorité des priorités. Le lendemain, pendant 6 mois ou un an ou 2 ans, on n'entend plus parler de rien. Voilà, donc on est quand même dans une situation fondamentalement ambiguë. Et c'est pour ça que je plaidais pour une montée en compétences, une professionnalisation et prendre les mis au sérieux. Dans cette envie, dans ce combat aussi pour que l'EMI se professionnalise, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer des inégalités d'accès à l'éducation média et l'information entre ceux qui auraient les moyens peut-être de se former, de se professionnaliser et les autres? Oui, bien sûr, mais il y a déjà des inégalités. C'est déjà inégalitaire. Entre ceux qui ont, comment dire, entre ceux qui ont envie de s'investir dans l'EMI, qui sont en CDI et où dont la direction de la rédaction en chef, est convaincue que c'est important et vous laisse du temps sur votre temps de travail même si vous êtes bénévole, alors ne revenons pas sur les questions de rémunération, mais et qui vous laisse du temps sur votre temps de travail pour pratiquer des activités émis. Et puis, le ou la pigiste qui doit jongler entre toutes ces contraintes, toutes ces difficultés d'emploi du temps, d'organisation d'emploi du temps, pour conduire des ateliers émis, que ce soit en bénévolat ou dans le cadre je sais pas, d'une résidence ou d'une action en milieu scolaire financée par la part collective du Pass Culture, il y a de toute façon déjà des inégalités. Donc voilà, je pense pas, est-ce qu'elle risquerait de s'aggraver? Je ne sais, et puis après, il faut trouver des financements. Mais encore une fois, la part d'investissement, alors je sais que c'est pas la mode et je me fais pas d'illusions, mais quand même, la part d'investissement des pouvoirs publics derrière, il y a une responsabilité qui est collective, sociale, démocratique, qui est très forte. Et il faut quand même bien qu'à un moment donné, on s'interroge sur sa prise en charge. Alors justement, qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour un déploiement de l'EMI partout en France? Bah, il faut une volonté politique. Il faut quand même une volonté politique, une volonté des pouvoirs publics qui émettent des moyens, alors des moyens financiers bien évidemment, mais aussi des moyens dans un discours avec des objectifs qui soient un petit peu entraînants. On voit bien que quand le nombre de journaux décline, ou même parfois il n'y en a plus du tout,
il y a, ça renforce le sentiment d'abandon, de crise démocratique, de de sentiment d'être abandonné. Alors, c'est pas uniquement la presse, c'est pas uniquement la presse qui génère ça, bien évidemment, ou l'absence de presse ou de l'absence de médias qui génère ça, ou le face-à-face de quelqu'un avec, les réseaux sociaux ou mais on voit bien qu'il y a quand même un lien et que ce qui est en jeu, c'est notre respiration démocratique. Dernier mot, avant de se quitter sur, votre agenda des prochaines, semaines, des prochains mois. Alors on l'a noté, on le mettra en lien pour, ceux qui souhaitent s'inscrire donc pour, ce nouveau cycle de formation. Mais, peut-être, d'autres événements qui vous Bah, c'est déjà attendent? beaucoup, vous savez, monter faire vivre, faire vivre un diplôme, c'est déjà pas mal. Bon après moi je continue, enfin bon, je continue à m'intéresser à la formation des journalistes, alors là, pas simplement en matière d'émis, mais globalement à la formation des journalistes et donc il y en a quelques chantiers de réflexion autour de ça aussi. Eh bien, merci beaucoup, Nicole Gauthier, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir pris le temps, d'échanger avec nous sur ces questions. Ben, merci à vous du temps aussi que vous consacrez à ça, puisque c'est extrêmement, c'est un sujet important pour tout le monde, donc partagé. Et on continuera d'inviter les acteurs et les actrices, qui, font l'éducation aux médias et à l'information au quotidien. On se retrouve d'ailleurs très vite avec un ou une nouvelle invitée. En attendant, prenez soin de vous et que la force de l'esprit critique soit avec vous.